Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir, même si j'imagine que vous êtes tous soit anti-football, soit vous attendez 8 heures, et donc il faut finir avant, si j'ai bien compris. Avec Alex, ici que vous voyez là, on a commencé à travailler ensemble il y a 22 ans, et on travaille toujours ensemble, on habite dans la même rue, dans un petit village près de Lausanne. Et notre premier terrain de jeu a été la start-up, notamment les entreprises qui se lançaient sur le campus de Lausanne, donc EPF, École Polytechnique et HEC. Donc un entrepreneur, il a une idée, il cherche le bon business model, et quand il le trouve, il espère croître ou survivre. C'est un processus assez chaotique, surtout au début, et vous avez eu tout à l'heure une conférence sur design thinking et autres. Et l'idée, c'est que inventer ou éventuellement réinventer un modèle d'affaires requiert plus l'état d'esprit d'un architecte que d'un manager. Un architecte, il utilise des notations communes. Quand il fait un plan, il est sûr d'être compris par le chef de chantier comme il a voulu faire le plan. Il utilise des techniques de design, d'accord, des prototypes, des simulations, des maquettes, parfois physiques, pour montrer aux clients en fait, aux futurs propriétaires, vraisemblablement, ou habitants de la maison, et collecter ces feedbacks et continuer à travailler ou à imaginer son futur bâtiment. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec Alex, c'était la même chose. C'est d'avoir des notations, vous en connaissez certains, j'y reviendrai, des techniques de design, plutôt design thinking, donc des idées, du prototypage, de l'évaluation, et du test, un peu lean startup si vous voulez, je fais des hypothèses, je teste ces hypothèses, et puis j'apprends quelque chose, et puis je pivote ou je continue. Donc ça, c'était le premier truc qu'on avait en tête. Ça, c'est le premier outil qu'on a dessiné. Donc il y a une vingtaine d'années, c'était une notation visuelle pour raconter l'histoire de votre futur business. Ça, c'était le plan de départ. Et j'imagine que vous le connaissez, ou la plupart d'entre vous connaissent le business model Canva. Je vais juste illustrer très rapidement. Donc une proposition de valeur. D'accord, c'est ce qu'on offre, des outils de bonne qualité, ça c'était la proposition de valeur de Hilti. Qui sont les clients qu'ils ont ciblés depuis le début? C'était les métiers de la construction, les sociétés de la construction. D'accord, et la façon de joindre les clients, c'est ce qu'on a appelé les canaux de distribution. Donc c'est une force de vente dans leur cas, mais aussi parfois des magasins de tiers. Ici, tout au-dessus, en fait, on a ce qu'on appelle la relation client, la nature de la relation qu'on essaye de garder avec les clients, dans leur cas très direct. Ils espèrent garder le contact, et j'ai mis one-to-one parce que, en fait, le même représentant de la force de vente essaye de garder le contact le plus longtemps possible avec son client ou ses clients. Et puis, il y a des flux de revenus. Dans ce cas-ci, c'est un flux transactionnel. Donc, chaque fois que je vends un outil, je perçois. Ça, c'est la partie droite, c'est ce qu'on appelle front stage. Donc, c'est toutes les choses que le client peut voir. Et puis ici, en backstage, on a ce qu'il faut avoir, des ressources. Dans ce cas-ci, il y a deux types de ressources. C'est soit des ressources physiques, c'est des sites de production, soit des ressources intangibles, ça peut être des brevets, des propriétés intellectuelles. Et quand on a quelque chose, on peut faire quelque chose. Ce sont les processus ou les grandes activités clés. Dans ce cas-ci, fabriquer et vendre. Et une partie de la fabrication se fait avec des partenaires, plus ou moins stratégiques pour eux. Et toute cette partie gauche a des coûts, et donc on est intéressé, non pas le détail des coûts, mais un peu la structure des coûts. Voilà, ça c'est grosso modo pour décrire un business. On peut imaginer que c'est des post-it, c'est du texte, c'est des images ou des dessins comme dans ce cas-ci. Deuxième terrain de jeu, beaucoup plus récent, il y a à peu près 4-5 ans, on a vu que le business model Canva, donc la notation a été adoptée par les grandes entreprises et les entreprises existantes. Or, leur jeu est très différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des business models qu'ils exploitent, c'est ceux qui ramènent l'argent maintenant, c'est ce qu'ils font maintenant, mais ça ne les dispense peut-être pas de devoir explorer certains modèles pour le futur, soit des futurs moteurs de croissance, soit peut-être des business models qui vont progressivement remplacer ceux qui déclinent dans la partie exécution, dans la partie exploitation. Donc l'enjeu pour ces entreprises, c'est d'être ce qu'on appelle parfois ambidextre, bonne à l'exécution, évidemment, et si possible, bonne à l'innovation. Et si elles sont bonnes, elles deviennent, alors je vais préciser ce qu'on entend, invincibles. Invincibles pour nous, c'est 3 choses. C'est elles sont capables de faire la concurrence, d'innover par les modèles d'affaires et pas uniquement par la technologie et les produits. J'y reviendrai. Deuxièmement, elles sont capables de se réinventer, plus ou moins régulièrement, justement, d'imaginer des nouveaux modèles qui vont progressivement remplacer ou venir s'ajouter à ceux qui existent. Et enfin, elles peuvent, dans certains cas,
transcender, c'est-à-dire sortir des frontières traditionnelles de leur domaine d'activité. Et un exemple que je vais... Ah oui, et en fait, si on avait été un peu malin, si on avait anticipé le Covid, on aurait dit dire l'entreprise résiliente, mais on avait fini le livre juste le mois où on a commencé le Covid en Suisse. Donc résiliente plutôt. Alors, un exemple ancien, mais je trouve assez spectaculaire, qui illustre mes 3 points, c'est Fujifilm. Donc Fuji, c'est le numéro 2, Kodak est le numéro 1. Et ils vont disparaître. Ils ont inventé la caméra digitale. Ils ne sont pas capables d'en faire un business model. Donc, eux disparaissent et eux vont créer Astalift, que vous avez peu de chances de connaître. La vidéo ici va vous le donner. C'est en anglais, mais c'est sous-titré. Je crois que ça sera assez facile à comprendre. だからもうそれはなってでその先10年7年8年10年このぐらいどうなるかって言ったらもうほとんどもうないだろうでこれ大変なことだとでどうするかと。Exécution, réduire les coûts. Fréquent pour les... それから全く新しいことはそのうちが持っている技術で何ができるだろうか。It is a rather striking realization that the same chemicals, same processes that help prevent fading of colors in photography also apply to skin and helps prevent skin from sagging and fading. Okay, donc ils vont se lancer dans Astalift, qui est une firme de cosmétiques, un nouveau business model, mais qui va en fait être le début d'une grande aventure dans laquelle ils vont se lancer dans les soins de santé, dans les matériaux fonctionnels, les supports, et toute la partie rouge, c'est le joint venture avec Xerox. Et en fait ici, vous regardez, c'est que le film ne représente plus que 10% de leur portefeuille. Donc une grosse transformation, des nouveaux business models, jouer sur le business model, pas que sur la technologie, parce que quand on lance du cosmétique, c'est pas comme vendre des films. Okay. Mon programme pour ce soir, c'est 1, revenir sur cette idée d'innover par les modèles d'affaires, pas que par les produits. 2, c'est gérer un portefeuille d'innovation, ça veut dire quoi? Et enfin, finalement, et je vais insister à la fin sur cette idée d'établir une culture d'innovation dans une entreprise existante. Alors, on y va gentiment. Mais avant ça, on va tester quelque chose ici. Je vais vous poser une question, et cette question, c'est la chose suivante. Est-ce que vous êtes débutant, vous connaissez le business model Canva, vous êtes un expert, ou l'enseignez peut-être, et plutôt que de lever la main ici, vous retournez cette petite feuille bleue, et vous allez avoir ici, ou bien vous prenez avec votre appareil ceci, et on va voter online, d'accord? Et donc vous allez avoir les 4 possibilités. N'oubliez pas de pousser Submit une fois ou soumettre une fois que vous l'avez fait. Ok, donc groupe débutant. Et donc, vous allez voir, dans un petit moment, on va pratiquer, on va essayer d'appliquer, vous allez essayer d'appliquer le business model Canva. Ok, 2 experts. Je l'imaginais bien avec une séance sur l'innovation, qu'il y avait des experts dans la salle. Ok, merci. Alors, on va repartir ici. Donc, on a vu les résultats, Submit, une grosse partie de débutants qui ne connaissent pas le modèle Canva. Alors, l'idée est la suivante, c'est que quand j'ai dit tout à l'heure innover par les modèles d'affaires et pas que les produits, c'est sûr que l'innovation produit reste quelque chose de spectaculaire, plus ou moins fort. Quand on invente, ou quand ils inventent l'iPad, ben c'est un produit, on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec ce gadget postmoderne, mais il est là, c'est une innovation, c'est évident. Mais vous pouvez regarder qu'il y a des innovations parfois qui viennent de la partie droite, du côté des clients, soit les canaux, soit le type de client, soit la relation client. Quand vous pensez Tupperware, un vieux modèle, la boîte de plastique n'est pas innovante, mais la façon d'utiliser des clients comme canal de distribution pour joindre d'autres clients, c'est ce qu'a été la boule de neige pour expliquer ce succès. Si on regarde ici en partie gauche, parfois l'innovation vient de là. De nouveau, Ikea, les produits ne sont pas innovants, c'est du bois, des vis. Mais par contre, la façon de demander que des clients soient des partenaires pour faire une partie des tâches ou des activités qu'est l'assemblage, le transport, ça a été assez innovant, ça a expliqué une partie, le début du succès de cette entreprise. Et enfin, je regarde mes distributeurs. Ici, Spotify est quelque chose où on va montrer que le modèle de revenu peut aussi changer quelque chose. Donc l'innovation peut venir de là. Et là, voilà, vous allez pratiquer. Je vous donne... Qui utilise Spotify? Ok, j'avais bien choisi, je pensais bien que tout le monde connaîtrait. Donc c'est de la musique, d'accord? Et on peut l'écouter gratuitement même. Et le modèle de revenu, c'est 0. Donc c'est sûr qu'il y a un autre modèle de revenu, c'est ceux qui sont prêts à payer pour écouter de la musique sans publicité, ou avec certaines fonctions supplémentaires pour partager de la musique. L'exercice que vous allez faire, vous allez recevoir
d'accord, des canevas. Donc vous les recevez maintenant physiquement. Les étiquettes ici sur le côté sont des étiquettes qui se décollent et qu'on va coller quelque part dans les blocs. Ok, donc on est bon là? Alors, donc ce qu'on va offrir à des gens qui sont prêts à payer, c'est un service de meilleure qualité. Musique sans publicité, avec des listes qu'on peut partager. Donc les clients sont des mélomanes premium. Et eux vont payer. Donc le modèle de revenu qui va venir ici, c'est un abonnement. Je vais payer 10 francs. Et ce qu'on appelle un modèle freemium, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne payent pas, des gens qui payent, et tout le travail va être d'essayer de convertir ces gens-là. D'accord ? De faire en sorte que les gens qui ne payent pas, un jour payent, parce que c'est la seule façon pour nous de faire de revenus. D'accord ? Donc voilà, quand ils ont l'offre premium, qui est à 12 ou un peu plus euros, je vais essayer d'offrir ça. Donc ça veut dire que l'activité essentielle de ce modèle d'affaires, c'est convertir. C'est faire en sorte que je travaille avec les clients de telle sorte que les convaincre que ça vaut la peine de. Ça, c'est mon travail principal. Bien sûr, j'en ai d'autres. J'ai des activités, il faut développer la plateforme, il faut... Les ressources clés pour le faire, c'est une base utilisateur. Pourquoi ? J'ai cette base de quelques millions de personnes et je sais que ceux qui payent, j'essaye de les garder. Ceux qui ne payent pas, j'essaye de comprendre pourquoi un jour ils seraient intéressés à payer et donc je fais dessus de la data analytics et tout ça. Je peux travailler sur cette ressource que j'ai à disposition qui sont des millions de personnes. Et ici, au niveau de la structure de coûts, je dois payer des gens, je dois payer des technologies et tout ça, mais surtout, j'ai des droits d'auteur que je paye non seulement pour les gens qui me payent quelque chose, pour lesquels je génère un revenu, mais aussi pour les autres. Parce que chaque fois qu'on écoute de la musique, il faut payer qui ? Les majors, donc Sony. Et c'est beaucoup d'argent. C'est 80% pratiquement, maintenant 75 cette année, de ceux-là, de ce qui revient là, part pour ces gens-là. Et je dois faire ma vie, je dois gagner ma vie sur les 25% qui restent. Et payer le reste. Et ils ont un taux de conversion qui était l'enjeu de ce modèle d'affaires de 46%. Quand on sait que Evernote, Dropbox, c'est 4, c'est vraiment beaucoup, c'est énorme. Et on voit la progression et vous la connaissez. Bien sûr, ce modèle, il a d'autres caractéristiques. Ils ont fait des accords avec les artistes, maintenant ils lancent des podcasts. Bien sûr, la publicité, qui dit publicité dit qu'il y a des annonceurs qui payent un peu. Voilà, je sais qu'il y a tout ça, mais l'essentiel était les sticky notes que vous aviez en face de vous. Et on appelle ça, on essaie d'illustrer avec ça qu'ils ont été innovants par cette partie-là, et avec ça, ils ont réussi à disrupter la distribution de musique plus classique, iTunes ou le piratage. Et il y a d'autres modèles qui illustrent assez bien cette innovation que nous, on a appelée un différenciateur de revenus. D'accord ? Des gens qui ont trouvé une façon originale d'avoir un revenu. Ces gens-là, c'est la première fois qu'on louait de l'équipement et qu'on demandait à des gens de payer par page, imprimé. Et ces gens-là, c'est gratuit, mais on peut acheter des gadgets dans le jeu. Ils en ont fait pour beaucoup de sous. Et on a appelé ça des patterns parce qu'on en a identifié 9 qui peuvent aider un concepteur de business model à réfléchir à son propre modèle. Et on en a fait un certain nombre. Aujourd'hui, j'ai juste visité une, c'était le différenciateur de revenus. OK. Maintenant, ça c'était pour créer des choses, créer un nouveau business model. Mais on a vu tout à l'heure que dans le monde de l'exploitation, on peut imaginer transformer, rénover, réinventer, pivoter, améliorer un modèle d'affaires. Et pour eux, on a aussi essayé de designer quelque chose qui sera une aide. Ce modèle-là est celui qui tourne maintenant, qui ramène de l'argent à l'entreprise. Et puis ils essayent d'en imaginer un autre, soit parce que celui-là ne marche pas bien, soit parce que je peux faire mieux. Et là aussi, on a imaginé des patterns qui peuvent aider les designers de ceux qui font une réinvention, une transformation, une rénovation. On en a vu une douzaine, je ne vais pas tous les visiter, j'en ai pris un seul qui est quand on va d'un produit vers un service. D'accord ? Donc, quand on va d'un produit à un service, j'ai un modèle d'affaires qui est celui qui ramène l'argent maintenant, qui vend quelque chose par exemple, et on va aller vers un modèle où on offre un service. Bien sûr, il y a des choses qui changent en partie droite, mais surtout ici, il y a des choses qu'il faut changer. Il faut créer une nouvelle activité. Il faut souvent avoir des ressources qui permettent d'offrir ce service-là. J'ai pris comme exemple un exemple d'une société tout près de chez nous, que vous connaissez, parce que je l'ai utilisé tout à l'heure pour donner son modèle d'affaires. Ce modèle d'affaires, c'était celui de la vente. D'accord ? Et on l'a photographié tout à l'heure, où je l'ai présenté comme premier modèle tout à l'heure. En 2009, il y a une chute de 20% de leur chiffre d'affaires. Parce que c'est la crise de 2008, et derrière ça, les gens construisent moins.
Donc ils se disent, OK, je vais imaginer un système dans lequel je vais louer les outils, les personnes ne sont plus censées investir et amortir sur 5 ou 10 ans, mais je vais louer mes outils et j'irai non seulement les conduire sur le chantier, les reprendre quand ils sont cassés ou volés, en remettre des nouveaux, faire là maintenant, je vais assurer ce service-là pour eux. Je vais passer la vidéo, elle ne rajoute pas grand-chose, comme ça on gagne un peu de temps. Donc ça c'est la vente. Ils appliquent ce pattern que je viens de montrer d'un produit vers un service. Et regardez, bien sûr, OK, ils ont la gestion de leur parc, les revenus qui viennent du service, qui sera, c'est bien, un revenu récurrent. Donc en fait, on va louer ça et ils payent par mois l'ensemble des outils qui sont sur les chantiers. Ça suppose qu'ils doivent gérer ce parc et ça suppose surtout qu'ils ont ici un stock d'outillage qui est chez eux maintenant. Parce que quand vous vendez, vous payez le suivant et c'est une boule de neige. Mais quand vous louez à toutes ces personnes ici, les outils, ça veut dire que c'est dans mon CAPEX, c'est moi qui l'ai. Donc il faut réinvestir dans l'entreprise et tout ça. Mais avec ce modèle-là, ils vont avoir un grand succès. Il y a 100 000 clients qui vont l'adopter sur 2-3 ans, et vous allez voir sur 10 ans la projection. Et ici, le CIO dit, c'est vraiment ce qui nous a sauvés de cette chute qu'on avait constatée de 20% qui descendait. Et regardez les chiffres, là il y a la chute, et puis ça remonte, et regardez, ils sont à 5,6 milliards plutôt que 4,7 milliards avant la crise, si vous voulez, pour eux. D'accord ? Donc voilà, ils ont transformé un modèle existant et ils ont utilisé la transformation digitale pour assurer ce service parce que le canal n'est plus la force de vente des magasins, mais c'est le web et c'est les personnes qui décident quels outils ils veulent sur quel chantier quand. D'accord ? OK. Deuxième partie, c'est que les entreprises parfois gèrent un modèle, un portefeuille dans lequel j'ai plusieurs modèles. Pourquoi ? Parce que souvent, la firme a hérité d'une histoire, elle a fait des acquisitions, et tout ça, donc souvent, elle en a plusieurs. Mais on a vu tout à l'heure, ça ne dispense pas d'éventuellement envisager une exploration d'un certain nombre de modèles d'affaires pour remplacer ou pour créer des moteurs de croissance, ou bien pour faire mieux ou faire différemment. Donc on a imaginé un petit outil pour visualiser les business models que l'on a en exploitation. Et regardez, vu les deux axes que nous avons pris, ceux qui sont tout au-dessus ici, ceux qui sont les plus contributifs à la marge de l'entreprise et les moins risqués. Ceux-ci sont ceux qui sont en train de devenir à risque de disruption par leurs concurrents par exemple. Et puis ici, dans cette partie-là, on a imaginé tous les business models qu'on va construire, qu'on va tester, qu'on va designer. D'accord ? De nouveau, ceux qui sont ici sont ceux pour lesquels j'ai réduit le risque et qui potentiellement sont intéressants. Ils pourront être transférés ici pour, entre guillemets, être lancés en exécution. Cette activité qu'on fait là est complètement différente. Là, on gère. Ici, on invente. On rénove. On imagine le futur. Everything starts with an idea. Even the largest companies were once startups searching for a business model. When startups find their model, they scale and transform it into a mature company. They shift from an entrepreneurial mindset to a managerial mindset. We call these two fundamentally different worlds explore and exploit. Companies must manage both at the same time, a portfolio of existing businesses and a portfolio of new opportunities. The exploit portfolio helps you manage what you have by looking at the return on the one hand and the death and disruption risk on the other. Here you scale emerging business models, renovate declining ones, or make successful ones more resilient. You bolster your exploit portfolio with the following portfolio actions. Bring in outside business models through acquisitions, mergers, partnerships, or investments. Improve existing business models, shifting them from outdated to superior models. Remove business models that don't fit your strategy through divestitures or by dismantling them altogether. Yet, managing what you have is not enough in times of disruption. Even the best business models expire like a yogurt in the fridge. Avoid obsolescence and proactively develop and explore a portfolio of bold initiatives. Your search for growth engines requires two main activities. Increase the expected return by designing better business models. Reduce the innovation risk through rigorous testing. Adapt ideas based on evidence from the field until a value proposition and business model emerge. You manage your Explorer portfolio with the following portfolio actions. Ideate and test your own business model and value proposition ideas, or invest in outside ventures, or do both. Once you start testing ideas with experiments, the evidence will suggest the path.
Persevere and gather stronger evidence. Pivot and adapt the idea a little or a lot. Retire it entirely because the evidence indicates it won't work. To scale a tested and de-risked idea, transfer it to your exploit portfolio or spin it out if it doesn't fit your strategy. When in exploration, know that you can't pick the winner. Early on, good and bad ideas are indistinguishable. Voilà, c'était ça l'idée de visualiser, entre guillemets, mes différents business models, en sachant que dans le portefeuille d'exploration, on utilise les techniques que j'ai évoquées tout à l'heure, celles de design et tester, comme une start-up d'une certaine façon. Je reviendrai. Donc ça veut dire qu'avec le design, on essaie de trouver un modèle qui va être contributif, d'accord, le plus possible. Et avec le test, en fait, on essaie de réduire le risque d'innovation. Et c'est le test, les évidences que je vais arriver à collectionner pendant le test qui vont montrer que ce business model n'est pas trop risqué et que je peux l'envisager en exécution. Et donc de faire ce qu'il faut pour le gérer. Donc ça veut dire qu'ici, je peux transférer dans le portefeuille d'exploitation, mais parfois je dois être prêt à arrêter un modèle d'affaires. Il l'a évoqué dans la vidéo. Alors ici, vous connaissez Ping An? Qui connaît la société? Voilà. Donc c'est une société d'assurance. D'accord? Donc elle a un portefeuille traditionnel, classique. Elle a à peu près 20% de part de marché en Chine et dans le sud-est asiatique. Donc assurance vie, assurance objet, banque, asset management. Il y a 10 ans. 10 years ago, we started the journey where we, from a financial services company, we want to say, a financial services and tech or ecosystem company, whereby we can better provide these to others, right? And the way we do this is the following. So our lifestyle services ranges from 4 areas, what we call fintech areas. So it would be these are wealth management, lending, other purposes, to healthcare, automobile, and then what we call smart city, which involves a variety ranging from elderly. OK. Donc, si on regarde, en fait, il y a plus de 10 ans, ils ont exploré des technologies informatiques, on reconnaît là, biométrie, big data, pour améliorer leur portefeuille d'assurance. D'accord? Avec l'idée d'augmenter l'efficacité des processus, réduire les coûts, améliorer l'expérience client, renforcer la gestion des risques. Et puis, il y a 10 ans, sous la direction de Jessica Tan, ils se sont dit on peut peut-être envisager une exploration dans des secteurs non assurance, peut-être liés, mais non assurance. Santé, fintech, automobile, smart city. Quelques exemples. Et en sachant qu'ils vont consacrer des réels moyens, 10% de leurs bénéfices chaque année. Pendant 10 ans, on va venir dans... Une des sociétés qu'ils vont créer, c'est OneConnect. C'est une société de fintech qui va faire en fait du software as a service dans le domaine fintech pour, entre guillemets, adresser et faciliter des créations d'applications pour leurs concurrents plus petits. Et ils vont tester ça pendant plusieurs mois, et ainsi de suite, montrer que c'est dérisqué, que potentiellement il y a des vrais clients qui sont intéressés, des sociétés d'assurance ou financières peut-être plus petites qu'eux. Ils vont lancer en exécution avec un succès assez fou. Ils vont refaire la même chose dans un secteur complètement différent, dans le domaine de e-health, donc santé électronique. D'accord? Ils vont tester, monter en puissance. C'est une société où ils ont 300 millions de personnes qui payent un abonnement pour leur santé. Ils vont échouer sur 2 choses. Ils vont échouer sur le mobilier et les voitures d'occasion. D'accord? Et donc, ça nous donne une leçon. On ne peut pas choisir les gagnants, les 2 qui sont là, sans envisager des perdants. On sait que dans ce domaine-là, il y a des projets, donc des business models qu'on va devoir arrêter parce qu'on n'a pas réussi à montrer par les tests qu'on avait réduit le risque suffisamment. Ils ont fait des acquisitions, une grosse acquisition automobile là-bas. Et regardez, les résultats sont assez spectaculaires. Ils vont passer de la 462e position à la 25e en 10 ans dans le Fortune 500. D'accord? Et regardez la progression ici. Donc voilà, une utilisation donc, de transformation digitale, mais avec l'idée de lancer des business models, pas juste d'être plus efficace à l'exécution. Et ici, la patronne de ça dit « La prise de risque est fortement encouragée. L'échec n'est pas stigmatisé. Je sais que je vais me tromper à peu près sur 9 projets sur 10, l'ordre de grandeur. » Et qu'on a vu dans d'autres domaines, chez Bosch et d'autres entreprises, ou plus petites, alors sur 10 projets, 2 qui partent en exécution dans une société en Suisse. Maintenant, je vais vous demander de prendre le petit carton qui est ici, d'accord, de le retourner. Il y a une partie blanche là-bas. Et je vais vous demander de dessiner quelque chose. Pas un mouton, mais quelque chose qui va aller très vite. Donc prenez un crayon, et si vous n'avez pas de papier, il en reste par ici, après, ou n'importe quel papier. Mais prenez quelque chose qui vous permette d'écrire, sinon vous prenez votre tac, et puis vous le sortez, et puis vous écrivez dessus. Ça va aller vite, mais prenez votre crayon en main. Ça va durer 5 secondes. OK.
Donc en 5 secondes, merci, vous êtes prêts? Pour dessiner une petite maison. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Maintenant, vous montrez cette maison tout autour de vous. Vous montrez ce petit papier que vous avez réussi à dessiner, ceux qui ont dessiné. Regardez un peu, montrez aux autres. OK, et je vois certaines d'ici en tout cas. Merci. Donc vous allez dire maintenant pourquoi tout le monde, la plupart des gens en tout cas, ont fait une maison avec un carré et un triangle, donc un chalet suisse, et je n'ai pas vu de chalet à Lyon. Hein. D'accord? Donc si vous faites exactement la même chose que tout le monde, ce n'est pas vraiment de l'innovation. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui soit quand même suffisamment différent. Pourquoi? Parce que si vous faites la même chose qu'à peu près tous vos voisins, la seule façon de faire la compétition, c'est sur les prix, grosso modo. Alors que si vous êtes réellement innovant, vous avez été vers ce qu'on appelle parfois l'océan bleu, vous avez été trouver des choses qui sont soit suffisamment innovantes pour attirer des clients, soit aller dans une famille, un marché non couvert ou non adressé par les autres. Voilà. Alors, bien sûr, les entreprises prennent des initiatives. Elles prennent, et il y en a beaucoup de types de hackathons, des centres d'incubation, des accélérateurs, des incubateurs, que sais-je. Mais il y a beaucoup de théâtre de l'innovation. C'est-à-dire que vous avez fait un hackathon, les gens étaient super enthousiastes à la fin du dimanche, hein, et ils rentrent au bureau lundi, et puis OK, on va à l'exécution, maintenant on fait les choses importantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, et même avec des gros investissements, énormément d'argent qui sont mis sur l'incubation et tout ça, et qui finalement ont permis de parler de l'innovation, faire des conférences sur l'innovation, mais ont eu un impact relativement faible. Donc, ma dernière présentation ici est un peu liée à cette idée d'une culture de l'innovation. Comment est-ce qu'on peut développer une culture de l'innovation, ou en tout cas permettre qu'elle se développe? Et je vais essayer de l'expliquer en 2 temps. Il y a en fait un mythe, ou des mythes. C'est la plupart des managers qui ont été formés dans les bonnes écoles, bien sûr, IM Lyon, ici à Lyon, j'imagine, ils pensent qu'il faut trouver la bonne idée, avec hackathon ou d'autres choses. Il faut exécuter le plan, il faut contrôler les résultats, il faut éviter l'échec, et prédire le futur sur base du passé. Je sais comment faire, j'ai fait ça pendant, et donc je vais faire mieux le coup suivant, je vais faire des choses qui se ressemblent. Et tout ça marche super bien. C'est évident que s'il faut créer un nouvel entrepôt quelque part, vous savez faire parce que vous en avez déjà fait 5, le 6e, c'est la gestion de projet. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est comme la start-up, on peut se tromper, on peut essayer, il faut réduire le risque par le test. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver une autre façon de faire. Mais ce n'est pas ça au détriment d'eux. Ça, il faut continuer à faire. Et là, j'ai une culture de l'exploitation qui est focalisée sur améliorer la gestion et ça. Et ici, il faut arriver à tester les idées, essayer de montrer que je peux y aller en mettant des petits moyens au début et peut-être plus de moyens après. On a imaginé un outil, je ne vais pas vraiment le présenter, mais je vais revenir sur 3 aspects ici qui sont un peu des prérequis. Et donc, c'est Alex qui va parler ici, parce que j'avais dit qu'on le faisait à 2, mais on a enregistré un petit truc. You only need to look at 3 things: leadership support, organizational design, and your innovation practice. And there are 3 simple metrics. 3 choses. La première, c'est le temps que la direction, mais non, le directeur va consacrer à l'innovation. Là, j'ai une question pour vous. On reprend notre téléphone, d'accord? Donc, le Menti est là, si jamais vous l'avez oublié. Et je vais vous poser une question. C'est combien de temps votre CEO, si vous êtes des startups dans la salle, ça a moins de sens, c'est peut-être vous-même, et si vous êtes directeur général d'une entreprise, c'est votre temps. Donc vous regardez votre agenda de la semaine passée et vous dites, OK. Alors, ici on va repartir là, un instant. Attendez, hein, on va passer au suivant ici. OK, c'est parti. Je crois que maintenant ça s'affiche sur votre téléphone, c'est juste? OK. Donc, moins de 10% pour 2 d'entre vous. 3, 10 à 25%. 25 à 50%. OK. Donc, ici, un CEO qui passe plus de 50%, donc plus que 2-3 jours par semaine. OK. On reste là-dessus. Photographie. Alors, nous, on vous montre une statistique qu'on fait depuis à peu près 5-7 ans à toutes nos formations. Je pense que hier, j'étais 1500 personnes. Donc, ça veut dire qu'ici, à peu près 70% passent moins de 2 heures par semaine sur l'innovation business. Et seulement 7% passent plus que 2 jours, plus que 3 jours.
Et on a vu des exemples de chaque, et je vous montre un exemple avec une question, est-ce qu'on peut vraiment avoir des CEO ambidextres, même si on veut avoir une entreprise ambidextre, bonne à l'exécution et à l'innovation? C'est une vraie question, et apparemment les résultats montrent que ce n'est pas gagné. Et pourtant, c'est un prérequis, parce que si le directeur n'est pas convaincu, ça va être quelque chose de difficile à mettre en place. Alors, j'ai pris Logitech parce qu'elle est sur le campus, et ici, Bracken Darrell dit « Je passe entre 40 et 60% chaque semaine sur l'innovation, principalement dans son incubateur dans la Silicon Valley. » Et regardez ce qu'il va nous dire ici. C'est une analogie. And trees, plants, and seeds was the really overly simplistic analogy that virtually any company that's been around for more than 10 years is doing, whether they talk to people in public about it or not. But this was mainly for us internally. So the tree was the big old tree, which was on its way to its deathbed, in my view. It's going to fall over and turn into lumber, was the PC peripherals business. Okay, donc les souris. The plants could be new businesses, and the seeds would be things we try to create that might be new businesses one day. It's really that simple. So we took 75% of the resources out of the plant business, which is PC peripherals. We kind of quietly inside the company, people didn't even realize that we moved them over into new things, project by project. Okay. Donc il est convaincu, donc en fait de son exploitation, il va en fait dégager des moyens pour explorer en musique, en jeu et ainsi de suite. Et vous avez eu des produits qui sortaient assez récemment. D'accord. Donc ça c'est un aspect. La deuxième question, donc il faut vraiment soutien, et comme vous avez vu, quand il y a le soutien aussi, il y a des moyens qui vont arriver, des vrais moyens, 75% dans leur cas, ou 10% tout à l'heure des bénéfices pour Ping An. La deuxième chose, c'est l'innovation est au sommet de l'organigramme. Parce qu'il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut donner un certain pouvoir à ceux qui vont être en charge du futur, de l'innovation. Juste une petite analogie. Steve Blank aime dire, votre salaire paye l'exécution. Votre pension paye l'exploration. Ou à contrario, l'exploration paye votre pension dans le futur, parce qu'en fait, on est en train d'envisager le futur des entreprises. Alors, deuxième question, dernière question pour nous aujourd'hui, c'est quel est le pouvoir de l'innovation dans votre organisation? D'accord? Et ici, vous avez trois choses. Soit ils se font discrètement, soit ils se font, mais ils manquent de pouvoir d'influence, soit vraiment ils sont au cœur de la machine. Top. Ici. Donc, quel est le pouvoir de l'innovation? Donc ici, ça se fait assez discrètement. C'est vraiment dans l'organigramme. Et là, c'est tout en dessus. C'est vraiment quelque chose qui est tout au-dessus de l'organigramme avec une puissance assez forte, donc une légitimité de faire et de dépenser de l'argent pour l'entreprise, mais pour le futur, sans savoir si ça va rapporter. OK, assez plus ou moins équilibré. OK, dans l'organigramme. OK, merci, c'est assez symptomatique. Alors, regardez, j'ai dit il faut que ça soit très élevé. Ça dépend du CIO. Si ça dépend des opérations, de la finance ou même de la technologie qui souvent gère recherche et développement, vous tuez l'innovation. D'après tous les exemples que nous avons vus, pratiquement, c'est difficile d'émerger. Parce que lui, il dit, je rapporte les sous, il n'y a aucune raison que je les donne à ceux qui vont les gaspiller pour s'amuser à l'innovation, et on ne sait pas ce que ça va rapporter. Lui, il dit, il calcule, et lui dit, OK, tout est basé sur la technologie. Si j'ai une bonne recherche et développement, je vais pouvoir améliorer mes business models existants. Donc ça, c'est assez clair. Donc ce qu'on a fait il y a quelques années, avec Alex, je crois maintenant 7 ans, on a dit, peut-être qu'il faudrait envisager, si on n'est pas capable d'avoir un CIO ambidextre ou une innovation qui dépend vraiment du dessus, il faut lui donner le pouvoir d'être alors à même égalité avec le CIO. Donc celui-ci il s'occupe du présent, de l'exploitation, et avoir quelqu'un qui a le même pouvoir qui dépend, qui crée le futur de l'entreprise. Donc qui va, entre guillemets, un jour ramener l'argent pour les pensions. Donc on a appelé ça un Chief Entrepreneur. Quand on a sorti ça il y a 7 ans avec Alex, on a été traité tous les noms en disant dans une entreprise, il n'y aura jamais de chef. D'accord? Donc, et puis depuis, on a vu arriver des choses. Et je reprends celle-là, c'est spectaculaire, hein, vous avez vu la croissance qu'ils ont obtenue. En fait, cette madame ici, Jessica Tan, est co-CEO de l'entreprise. Ici, vous avez Peter Ma qui était le fondeur, qui s'occupe que de l'assurance d'une certaine façon, et elle qui s'occupe de créer des moteurs de croissance. On en a vu quelques-uns tout à l'heure.
Et on a vu ça reproduit dans des grandes entreprises, dans des moyennes ou dans des petites. Je pense à l'Eurastar chez nous, qui est une société qui fait des fers à repasser. D'accord ? Donc c'est vraiment une PME suisse. Et oui, en fait, Michael et Julie sont les deux co-CIO de l'entreprise pour s'intéresser au futur et au présent. Voilà. La dernière chose, c'est une aptitude à tuer des projets. En gestion de projet, c'est criminel, d'accord ? Ça arrive, mais c'est un accident majeur. D'accord ? Donc ici, l'idée, c'est la suivante, et ça, ce que Tendai nous rappelle ici, c'est que l'exploitation et l'exploration sont des domaines d'activité différents, requièrent des compétences différentes, des leaderships différents, des gestions différentes. Pour simplifier, ici, on a besoin de managers, de gestionnaires, là-bas, on a besoin de choses qui ressemblent à des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour créer des futurs business models, et ceux-là sont faits pour les faire tourner bien. Ceux-ci, ils savent qu'on ne va faire ça que par tester, designer et tester. Et donc on sait que quand on fait ça, on pivote, mais à un certain moment, il faut être capable de tuer ces projets, d'arrêter des projets qui ne marchent pas bien. Et ça, c'est difficile à faire. Donc, on a investi 6 mois, 3 mois, on a donné des moyens. On voit que les tests montrent qu'il n'y a pas assez d'évidence pour montrer que j'ai réduit assez le risque d'innovation pour lancer, Et donc, je vais pouvoir arrêter les projets. Et je vais faire un dernier exemple ici, Best Buy. Alors, c'est la seule entreprise américaine, à part que j'ai prise aujourd'hui, mais c'est juste pour illustrer parce qu'elle a été gérée très longtemps par Hubert Joly, qui est un HEC Paris, et qui dit « Une des erreurs que j'ai commises pendant un certain temps, c'est de penser que ceux qui gèrent bien l'organisation vont pouvoir inventer des nouveaux modèles d'affaires. » One of the mistakes I made for a while was I was expecting that the organization that's in charge of running the business would be able to innovate. And here's the scoop. If you're running a $50 billion company, 100,000 people, there's a promotion every month. There's no capacity. So a breakthrough moment was when we established the Strategic Growth Office. About 50 people, led by Corey Barry, who later on became my successor. So really staffed with top-notch people. Et c'est lui qui a fait le turnover de Best Buy. Alors, donc, ici, j'ai isolé 3 critères, mais en fait, dans le document que vous avez de l'autre côté de votre feuille, sur lequel on a fait le canevas tout à l'heure, vous avez une grille avec 9 critères qu'on a essayé d'isoler avec Alex il y a quelques années en arrière, pour faire une sorte de self-assessment, d'auto-évaluation de votre capacité d'innover dans une entreprise. D'accord ? Alors, je vous laisse faire ça parce que ça sera votre devoir à la maison. Essayez de le jouer ou le jouer avec vos collègues. Vous avez ce qu'il faut pour. Alors, ce que j'ai fait, j'ai parlé rapidement à innover par les modèles d'affaires, montrer un peu cette idée qu'il y a 2 portfolios d'une certaine façon qui ont des logiques différentes et un peu parler de cette culture de l'innovation et de certains critères qu'on pourrait essayer d'utiliser pour voir si une entreprise est prête, non seulement à dire que c'est important, mais faire en sorte qu'elle ait les moyens, la légitimité pour faire et les compétences d'un entrepreneur en plus du gestionnaire, pour simplifier. Je l'ai fait aussi en sachant que je venais à DIRA avec 3 exemples de transformation numérique, de transformation digitale. La première, ils vont en fait mettre en péril ceux qui permettaient de descendre de la musique soit qu'on achetait, iTunes, soit qu'on piratait, ce qui existait. Ici, j'ai monté l'exemple de Hilti, qui est un cas de transformation. Pendant des dizaines d'années, j'ai fabriqué, vendu, et à peu près en quelques années, je vais transformer cette entreprise partiellement pour, entre guillemets, adapter mon business model, pouvoir louer ces outils avec un revenu récurrent, mais aussi quelques difficultés du côté des ressources des activités. Et là, je l'ai montré à l'échelle d'un portefeuille, avec Ping An, où on a vu qu'ils ont en fait réussi à monter en quelques années, une dizaine d'années, à transformer un modèle, pourtant ce qu'il y a de plus classique, qui est l'assurance, pour, entre guillemets, envisager un certain nombre d'innovations avec un succès assez fou, et j'ai montré quelques résultats. Et donc ici, bien sûr, la technologie, c'est important, bien sûr, les produits, c'est important, mais il ne faut jamais penser que la technologie seule va permettre de faire la différence. Il faut essayer de l'accompagner. Dans les 3 exemples que j'ai choisis, c'est le business model qui a fait la différence. Ce n'est pas uniquement la technologie du streaming ou la technologie Internet e-commerce ou la technologie sur la e-health ou bien le big data appliqué à d'autres secteurs. Ça, c'est une chose. Alors, juste pour terminer, faire des prédictions, c'est difficile. Et surtout si ça concerne le futur. C'est une joke, bien sûr, d'un physicien. Et c'est assez important pour nous. Parce que dans les entreprises, vu leur tradition souvent, elles disent « je sais, je connais mon secteur, je sais plus ou moins où il va aller ».
Et il faut faire attention parce que dans le domaine de l'innovation, on a vu tout à l'heure, notamment avec Ping An, mais j'aurais pu sortir d'autres exemples, on ne peut pas choisir ceux qui vont gagner à l'avance. On a une idée, on design, on teste, et en fonction des tests qu'on va effectuer, on va confirmer, ah ouais, le risque est réduit, je peux lancer, ou de temps en temps, je tombe sur des blocages, aucun client ne veut, ou bien ils ne sont pas d'accord de payer autant, ça ne sera pas viable, ça ne sera pas désirable, ça ne sera même pas peut-être faisable par chez moi. Donc il y a des choses comme ça. Mais malgré tout, il y a quand même des gens qui essayent de faire des prédictions. Et encore tout récemment, une grande société de conseil vient de dire les prédictions à 5 ans dans le domaine du business, et notamment dans la transformation digitale. Mais il faut quand même faire attention. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là, hein? Tu l'as prévu celle-là? Vous voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Ok, donc il y a ça aussi. Merci beaucoup. Et puis... Question peut-être. Si Merci beaucoup Philippe. Je ne l'ai pas vu venir non plus celle-là. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, il faut en profiter. Merci beaucoup. Je vais vous demander quelle est votre vision, quel est le rôle de la technologie dans cette transformation. Beaucoup des sociétés que vous avez citées sont sur le cloud, soit construites sur le cloud, soit de grands utilisateurs non, cloud. Mais ça je ne peux pas dire. Je ne vais pas tomber dans le panneau. Je ne vais pas vous dire la prédiction pour le futur, c'est que la technologie va sortir mieux d'eux. Ce que je sais, c'est que la technologie seule ne va pas vraiment arriver à faire les différences. Vous avez vu, Ping An, ils vont partir dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans le big data analytique. Donc toutes ces technologies sont là pour permettre des choses. Mais la seule technologie, l'adoption uniquement d'une solution technologique ne va vraiment pas expliquer qu'on va créer un futur business model. C'est vraiment une conception, comme imaginer, soit une start-up qui le fait, c'était le cas de Spotify, soit une entreprise qui est existante et qui se transforme progressivement avec cette technologie. La technologie est là, elle est un donné. C'est comme la recherche et développement. Il faut en faire dans l'entreprise. J'ai pas dit. J'ai dit, elle-même ne suffit pas à faire des choses spectaculaires de l'autre côté. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que l'avancement de la technologie a changé cette approche de l'innovation en apportant de l'agilité? Oui et non, elle a peut-être accéléré des cycles, mais elle n'a pas changé. Il n'y a pas de recette dans le management depuis la nuit des temps. Mais on sait qu'on fait des choses, et à chaque évolution technologique, on a eu des changements. Le chemin de fer a amené certains changements, Internet a amené des gros changements. Donc la technologie est un levier pour faire. D'ailleurs, j'ai dit explicitement, ça change l'art du possible dans les entreprises, c'est clair. Mais vraisemblablement, il faut l'accompagner, une réflexion de dire, OK, je vais faire ça, mais est-ce que j'ai un business derrière qui va suivre? Soit parce que j'ai transformé un que j'avais avec, soit parce que je vais imaginer quelque chose qu'on n'avait pas fait jusque maintenant, la santé alors que je suis dans l'assurance, ou bien le cosmétique quand je suis dans les films. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Une autre question. Vous me faites faire du sport. Oui, bonjour. J'ai une petite question parce que, effectivement, ce que vous avez présenté, on le vit dans plein d'entreprises. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment vous arrivez à passer quelque chose d'explore à exploit. Parce que explore, c'est un entrepreneur. Quand est-ce qu'il faut passer de l'entrepreneur au manager? Est-ce qu'il faut mettre l'entrepreneur dans le manager, etc., etc. Alors, de nouveau, je viens de répondre, il n'y a pas de recette dans le management, d'accord? Donc, il n'y a pas de recette toute faite et on observe des choses. C'est une excellente question. C'est un des passages difficiles à faire. D'accord? C'est que pendant quelques mois, j'ai réduit le risque quand j'explorais les choses. Je l'ai réduit que par du testing. Et c'est vraiment, l'idée est la suivante. Quand j'ai une idée, le risque est maximum. Parce que personne ne sait si c'est une bonne idée. Et avoir des idées dans les entreprises, c'est le plus facile. Donc, je ne crois pas aux boîtes à idées et tout ça, parce que les idées, elles vont émerger. Donc, on a une idée. Et l'idée, ça va être de réduire le risque progressivement. La seule façon de faire, c'est de tester. La désirabilité par les clients, la faisabilité en interne, bien sûr, de savoir-faire, la viabilité de dire qu'un jour, on va faire peut-être de l'argent avec ça, soit pour croître, soit pour survivre. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir faire pendant un certain temps. Souvent, ça se fait comment ? Par des sprints plus ou moins longs, de 12-15 semaines, je mets un peu d'argent. Bosch, par exemple, met 100 000 francs au départ, vont chercher 20 projets à peu près chaque trimestre, et puis après 3 mois, ils ont donné 120 000 euros, 130 000 euros. Ils réduisent ce risque, et là, ils décident. Et ils arrêtent à peu près 60% de leurs projets. Ils ont une procédure pour tuer les projets avec des critères sur base, justement, des évidences qu'on a collectionnées. À ces équipes-là, les quelques-unes qui vont continuer, ils donnent 300 000, 6 mois.
Et après 6 mois, ils décident, OK, il semblerait qu'on a réduit, on peut lancer. Et donc, il va y avoir une deuxième phase de sélection. On tue de nouveau 70% des projets. Gardez en tête, ils ont lancé en 3 ans 19 projets en exécution. Ils en avaient lancé 214 en exploration. Et c'est un funnel comme ça qu'on va gérer et qu'il faut pouvoir gérer. Ça, c'est la phase, entre guillemets, d'exploratoire. Puis là, on arrive sur ces 19 et puis il faut les mettre en exécution. Et là, on tombe sur du management. Donc, ça veut dire qu'il faut des processus, il faut des clients, il faut de la finance. Donc, on revient dans la gestion classique comme, a priori, on sait faire. Le seul truc, c'est qu'il y a une petite conversion à faire au milieu. C'est-à-dire il faut engager ou il faut créer ces process, alors que souvent dans l'entreprise existante, on les avait et ils tournaient d'une certaine... et on les optimisait. Donc il y a une petite différence là-bas, mais sinon la logique, on change vraiment, il faut créer ça. Et là, il y a plusieurs façons organisationnelles de faire. Soit on le fait en fin d'exploration, on prépare le travail, on y va. Soit on lance un projet, mais ça les entreprises savent faire pour justement créer une nouvelle unité, business unit, ou intégrer dans une business unit existante un nouveau business model. Donc ça, c'est des choses qu'on peut arriver à faire, de lancer un projet, de faire en sorte qu'après X mois, il va aboutir, où là, ça va commencer à tourner, vraiment ramener de l'argent, où on l'espère. Et là, on part dans mon portefeuille avec une logique qui est, ça reste risqué, parce qu'on vient de lancer quelque chose, on a beau avoir réduit le risque à l'exploration, on ne sait pas. D'accord ? Donc là, on va de nouveau faire en sorte qu'on puisse réduire le risque et puis, si possible, augmenter progressivement le revenu de ces entreprises. Selon les entreprises, c'est le secteur d'activité, c'est l'histoire d'1 an, 2 ans. Et dans certains domaines, ça peut être 5 ans ou 7 ans. Mais donc, la question est vraiment bonne. Organisationnellement, il y a des façons de faire, mais conceptuellement, c'est vraiment changer le mode de pensée d'avoir exploré, de basculer. Et là, au milieu, il y a cette zone, en guillemets, d'ombre, qui est plutôt de la gestion de projet, de création, de créer des process, de créer des business units, de créer un marché, de créer des canaux de distribution, de faire des alliances avec les personnes nécessaires. Donc, métier important, mais qui n'est plus de l'exploration, qui n'est pas encore de l'exécution, si vous voulez. Merci beaucoup. Jolie question. Les 2 questions pour moi étaient sur notre table. Et juste... question. Oui, bonjour. Justement, comment fait-on pour convaincre les managers de la partie exploitation d'accepter un projet qui vient de l'exploration dans leur portfolio? Comment ça se passe? Qui décide d'ailleurs que ça va se faire? Ça dépend de la structure de l'entreprise. Il y a 36 minutes de décision. Si vous êtes une très grosse, c'est localisé. Si vous êtes petite, c'est le chef principal qui dit. Sinon, c'est le board. Donc ça, je pense qu'il y a 36 endroits où on peut décider en fonction de la structure organisationnelle et de la taille récemment de l'entreprise. Par contre, que la question soit difficile de convaincre quelqu'un qui est à l'exploitation, qui doit donner ou dépenser des sous pour l'exploration, ça c'est quelque chose qui est vraiment courant partout. Et c'est pour ça que mes critères ou nos critères étaient tels qu'il faut soutien de la direction, il faut non seulement qu'il donne des moyens, mais qu'il donne la légitimité pour faire, et ça se décide assez au-dessus. Maintenant, on a eu, avec Alex, on avait organisé un meeting comme ça, des gens qui utilisaient nos modèles depuis quelques années, il y avait Mastercard, Colgate et d'autres qui étaient dans la salle, et on a essayé de comprendre si on avait fait une bonne intuition en disant il faut le soutien de la direction, il faut des moyens, il faut de la légitimité. On a vu que c'est effectivement quelque chose qui apparaît à peu près dans tous ces grands groupes. Ce qu'on a aussi vu, c'est que un des freins qui pourrait être le directeur, quand il ne l'est pas, peut être aussi le middle management. Parce que lui, on lui dit, tu dois innover. Et puis on lui fait des crocs en jambes. Et donc il est malheureux parce qu'en fait, on lui dit, il faut exploiter, enfin il faut exécuter. Tu dois aussi innover. Et puis on lui donne pas assez de moyens, pas assez de légitimité. Et il est là en train de s'assommer au-dessus parce qu'on lui a dit de faire. Mais c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, théâtre de l'innovation. Il y a beaucoup, tu dois faire, tu dois innover. On va faire des hackathons, on va aller visiter la Silicon Valley. Et puis finalement, ça retombe sur leurs épaules. Donc c'est un enjeu. La décision, elle se prendra, je pense, assez haut pour donner ces moyens et décider que... Et vous avez vu ces entreprises, j'ai pris 2 qui avaient eu du succès, elles donnent des moyens, d'accord? On a vu avec Logitech, on a vu avec Ping An, c'est des réels moyens, c'est une implication jusqu'au point d'être co-directeur de l'entreprise dans sa globalité, pour Ping An en tout cas, ou bien d'avoir un entrepreneur à la tête de l'entreprise, ou en tout cas un CEO entrepreneur, c'était le cas de Brackendahl. Et donc voilà, et je pense qu'il faut décider au-dessus, mais il faut embrigander les gens. Donc, et l'innovation peut venir d'en dessous, bien sûr. Quand on dit décider, c'est pas eux décident top-down qu'il faut faire ça dans l'innovation, parce qu'ils ne sont pas plus malins que les autres. Ils ne pourront pas choisir les gagnants sans les perdants. Donc il faut juste qu'ils fassent confiance à cette équipe d'innovation, de dire, et puis une chose que je n'ai pas mentionnée aujourd'hui et qui nous a beaucoup pris du temps avec Alex,
les métriques sont différentes entre l'exécution et l'exploitation, entre l'exploitation et l'exploration. Dans l'exploitation, je mesure l'efficacité des processus, la satisfaction des clients, les performances financières, principalement. Dans l'exploration, je n'ai ni client, ni process, ni argent, ni argent qui rentre. Donc bien sûr que si je mesure, comme certaines entreprises essayent de faire, l'exploration avec des critères de l'exploitation, ça ne marche pas, parce que je vais échouer, puis on dit « Ah mais t'as échoué ton projet, c'est scandaleux, parce que... » Non, donc il faut pouvoir utiliser des métriques séparées, et pour nous, les métriques vont être liées à est-ce qu'on a réduit le risque, est-ce que potentiellement il y a des moyens qui vont venir, des revenus qui pourraient venir, est-ce que la vélocité de ces projets est correcte? Parce que ce qu'on voit dans certaines grandes entreprises, c'est que j'ai des projets d'innovation depuis 3 ans. Ça n'a pas de sens. D'accord, 3 ans, c'est trop. Il faut pouvoir, après 15 semaines, ou 3 mois, ou 6 mois, décider est-ce qu'on progresse ou pas, et d'avoir cette capacité de tuer les projets. D'accord? Et puis le 4e critère, c'est combien d'argent je vais dépenser pour faire aboutir ce projet, d'abord à l'exploration, et puis dans le transfert vers l'exploitation. Bonne question, merci. Est-ce qu'il y a une autre bonne question à venir? Non, mais vraiment 3 bonnes questions, parce que c'est celle vraiment qu'on voit. Et Strategizer a été construit, donc Alex a créé Strategizer pour accompagner ces entreprises qui veulent un vrai changement impact. Avec construit sur ces idées de peu de temps, une quinzaine de semaines, tester, et décider si on passe de la découverte vers la validation, vers l'accélération en 2-3 étapes, et de pouvoir faire ça à grande échelle pour pouvoir, entre guillemets, avoir un impact suffisant et en garantissant ce funnel, c'est-à-dire d'avoir, si on en a 10, il y en a un qui va aboutir et peut-être 2, 3 qui vont, on va encore un peu hésiter avant d'aller plus loin et peut-être qu'on va en arrêter un parce qu'à l'exécution, on va se rendre compte que ça ne marche pas. Donc il faut ce funnel. Et Bosch, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, a constaté qu'en interne, c'est une grande entreprise, elle ne pouvait plus générer assez de projets. Donc elle a ouvert son funnel, son entonnoir à des start-up et d'autres entreprises pour dire si vous réussissez, vous avez 3 mois, 500 000, et si vous réussissez 300 000, et 6 mois, et donc vous serez intégré dans une business unit ou dans un nouveau business model. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Une question sur la capacité à tuer les projets. C'est quelque chose qui est très, par expérience, que je trouve très difficile. Est-ce qu'il y a une façon pertinente de trouver des bons critères pour savoir quand et quel projet tuer? Alors, on a mis au point... Alors, on a une solution, il faut encore la tester, tout ça, mais on l'applique avec vraiment... Ici, Strategizer est chez Bosch, Novartis, Roche, Mastercard, et tout. Je vous l'ai dit. On a mis au point ce qu'on appelait une Project Scorecard. C'est en fait une douzaine de critères qui sont construits à peu près sur les 9 blocs du business model Canva, plus l'environnement, plus l'alignement avec la stratégie de l'entreprise. Donc les questions vont être sur chacun de ces critères, est-ce que j'ai assez d'évidence que j'ai réduit ce risque? Et par assez d'évidence, c'est quoi? C'est vous avez testé, c'est pas votre intuition qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez testé? Est-ce que les tests que vous avez effectués sont forts, ont une force d'évidence très forte? Et je vous donne un exemple, d'accord? Parce que beaucoup de gens, et tout à l'heure j'avais une conversation, il est peut-être encore dans la salle, il dit il faut demander au client. Alors je demande au client, est-ce que ce truc-là, tu es satisfait? Non. Tu trouves ça bien? Pas mal, hein, parce que je peux m'amuser ici. Ok, c'est bien. Donc il y en a 100 qui me disent c'est bien. Donc je dis, l'interview client m'a donné forte évidence. Ah oui, mais ce que le client dit et ce qu'il fera dans 6 mois, c'est différent. Tu l'achètes maintenant? Ah non, j'ai changé d'avis, j'en ai vu un autre, ou je sais pas. Donc c'est pas comme ça. Donc il faut pouvoir tester avec ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action. De dire, ok, c'est bien. Ah, by the way, tu sais, j'ai un site web, tu peux avoir plus de renseignements techniques là-dessus, c'est présenté. J'en interviewe 100. À la fin, je vais sur mon ordinateur et je sais qui j'ai interviewé. Je vois, il y en a 3 qui sont venus. Ils ont dit tous oui, mais ce n'était pas vrai. Ils n'ont même pas été intéressés pour aller voir. Après, je peux utiliser des techniques d'A/B testing, d'autres techniques pour faire, mais c'est vraiment cette idée. Le client potentiel fait quelque chose derrière mon interview ou derrière le test que je pourrais faire. Une fois que j'ai ça et que j'ai tous ces tests-là, combien j'en ai fait, quels sont ceux avec call to action, combien de personnes j'ai soit interviewé, soit approché, soit testé. Et là, je vais commencer à pouvoir dire, ce critère-là, ce n'est pas mon intuition qui dit oui ou non, c'est j'ai tellement d'évidence que j'ai réduit ce risque de 10%, 20%. Là, il faut maintenant mesurer cette réduction du risque. Et c'était ça l'idée, d'avoir comme ça une douzaine de critères qui sont des critères sur
Dans les tests que j'ai faits, j'ai eu assez d'évidence que j'ai réduit, tenant compte de la force d'évidence du test et du nombre de tests que j'ai effectués. C'est un peu ça l'idée, mais je n'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui, parce qu'il fallait que je tienne en 1 heure. Question comprise, il m'a dit. Un grand merci, Yves, pardon. Et alors, hier, Yves était avec 1500 personnes. Hier, c'est ça, hein. Il y a 1500 personnes. Du coup, je vous demanderais juste de réapplaudir, mais faire le bruit de 1500 personnes, à peu près. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, bonne continuation.